Bonsoir. Dans ce journal, nous reviendrons en pleine affaire Benalla sur les 2 motions de censure de l'opposition rejetées sans surprise tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Mais le message est passé avec comme principale cible dans les débats de l'après-midi Emmanuel Macron et sa gestion du pouvoir. Nous serons sur place à l'Assemblée avec Sophie Delpont. Le Zimbabwe dans l'attente des résultats des premières élections depuis la chute de Mugabe. Pas encore de chiffres précis mais des rumeurs et des suspicions de fraude qui créent un climat de tension. C'est ce que nous dira Lisa Fabian à Harare. En Méditerranée, illustration du durcissement de la politique migratoire de l'Italie. Des migrants qui avaient été secourus par un navire italien ont été ramenés en Libye. Une première qui fait polémique. On sera à Rome avec Antonino Gallofaro. Et puis en France, conséquence du relèvement de l'âge de la retraite. Les fins de carrière sont difficiles et les arrêts maladie explosent chez les salariés seniors. Explication de Jean-Marc Chardon. L'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, le sujet était au cœur des débats cet après-midi à l'Assemblée nationale où 2 motions de censure étaient examinées dans la foulée de l'affaire Benalla. 2 motions qui ont sans surprise été rejetées, celle des Républicains ayant obtenu 143 voix alors que la majorité requise était de 289 et la motion de la gauche, PS, PC et France Insoumise ayant recueilli, elle, 74 voix. Pas de menace donc pour le gouvernement, même si la journée a été rude pour Édouard Philippe, principale cible avec le président de la République. Reportage à l'Assemblée de Sophie Delpont. Christian Jacob attaque directement Emmanuel Macron, qu'il appelle le prince, soulignant selon lui la responsabilité du Premier ministre dans ce scandale en tant que chef de son gouvernement, selon les mots du président du groupe Les Républicains. La censure des députés, ce n'est pas, mes chers collègues, une affaire de gauche, une affaire de droite. C'est une question de transparence, d'honneur, d'éthique, d'intégrité. Voilà pourquoi, au nom des Républicains, je vous demande de censurer ce gouvernement. C'est ensuite le chef du groupe communiste, André Chassaigne, qui mène l'offensive à travers la seconde motion de censure. Il élargit l'attaque et interpelle avec virulence les députés de La République En Marche. Ce qu'il y a de terrible dans votre refus de faire émerger la vérité, c'est qu'il fait de vous de simples digéreurs, intestins silencieux de la bouche élyséenne. Édouard Philippe, très pugnace, a droit à une ovation debout des députés de la majorité avant sa réponse. Il renvoie le Parti socialiste à l'affaire Cahuzac et les Républicains à l'affaire des sondages de l'Élysée. Le chef du gouvernement dénonce une instrumentalisation politique de dérives individuelles et de dysfonctionnement selon ses mots. Contrairement à ce que vous essayez de nous faire croire, les événements du 1er mai ne disent rien de la présidence de la République, rien. Ils ne mettent pas en jeu le fonctionnement de l'État autrement qu'à des niveaux subalternes. Édouard Philippe promet de poursuivre le rythme des réformes. Nous ne ralentirons pas, nous ne lâcherons rien, nous irons jusqu'au bout de notre projet. Je ne crains pas le jugement de cette Assemblée, pas plus que je ne crains le jugement des Français, conclut Édouard Philippe, sous les applaudissements de la majorité. Sophie Delpont à l'Assemblée nationale. L'Afghanistan a encore vécu une journée sanglante avec une attaque perpétrée dans la ville de Jalalabad, dans l'est du pays, attaque qui a fait 15 morts. C'est un bâtiment gouvernemental qui était visé par 3 assaillants. Il a fallu 5 heures d'intenses combats aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle du bâtiment. Les 3 assaillants ont été tués. Pas encore de revendication, mais les autorités soupçonnent fortement l'organisation de l'État islamique. Au Zimbabwe, climat quelque peu tendu au lendemain des élections générales, les premières dans le pays depuis le départ du président Mugabe. Alors que seulement quelques résultats ont été donnés par la commission électorale, l'opposition revendique déjà sa victoire à la présidentielle. Le gouvernement a aussitôt réagi en menaçant les partis d'opposition de poursuites judiciaires. Le pays entier est dans l'expectative sur fond de rumeurs et d'accusations de fraude. Le récit à Harare de Lisa Fabian. C'est en fin d'après-midi ce mardi que la commission électorale zimbabwéenne a commencé à dévoiler les premiers résultats de ces élections, mais on est encore loin du compte final. La présidente de la commission électorale a d'ailleurs mis en garde contre les rumeurs et les chiffres non officiels, tout en signifiant que le nom du nouveau président serait annoncé en dernier. Ces élections se jouent en effet à 3 niveaux, local, législatif et présidentiel. Pendant ce temps, la tension est montée d'un cran à Harare, des véhicules portant des
canons à eau ont été aperçus dans la capitale zimbabwéenne comme un signe que la situation pourrait brutalement basculer. Il faut dire que les rumeurs vont bon train à Harare entre accusations de fraudes anonymes diffusées sur WhatsApp et déclarations à l'emporte-pièce. Tôt mardi matin, le leader du mouvement pour le changement démocratique, le principal parti d'opposition, a annoncé sur Twitter la victoire éclatante de son parti. Une manière sans doute de faire monter la pression sur la commission électorale, soupçonnée de collusion avec la ZANU-PF, le parti au pouvoir depuis l'indépendance du Zimbabwe. 3 ressortissants russes ont été assassinés la nuit dernière en République centrafricaine. Les 3 hommes qui portaient sur eux des cartes de presse ont été tués à un barrage routier dans le centre du pays. Une première en mer Méditerranée, des migrants secourus par un navire italien ont été amenés non pas en Italie, mais sur le sol libyen. Une pratique qui vient illustrer la nouvelle politique du gouvernement italien en matière d'immigration, beaucoup plus restrictive. La question est de savoir si ce retour vers le continent africain était conforme au droit international. Visiblement non, selon plusieurs ONG. Explication à Rome d'Antonino Gallofaro. Une centaine de migrants partis des côtes libyennes à bord d'un canot pneumatique pour rejoindre l'Europe. Hier, ils sont sauvés par l'Assaut 28, un navire italien travaillant en appui de plateformes pétrolières dans la Méditerranée. Mais les hommes, femmes et enfants sauvés sont ramenés sur le continent africain. Voilà ce que l'on sait. Le reste est moins clair. D'abord, où a eu lieu le sauvetage? En eau libyenne ou en eau internationale? Dans les secondes, selon les reconstructions dans la presse italienne, ce qui impliquerait que le navire italien a violé le droit international. Les migrants sauvés devraient en effet être débarqués dans le port le plus proche et le plus sûr, mais les ports libyens ne sont pas considérés comme tels. Les violations des droits de l'homme en Libye dans les centres de détention sont largement documentées. Autre question, qui a indiqué à l'Assaut 28 de se rendre en Libye? Les gardes-côtes italiens qui coordonnent normalement tous les sauvetages dans le canal de Sicile ou les Libyens? Si l'indication arrive de Rome, la violation du droit international serait d'autant plus grave, elle impliquerait le gouvernement transalpin. L'Italie n'a coordonné et participé à aucune de ces opérations, a réagi aujourd'hui Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, celui qui est aussi le chef du parti d'extrême droite. Là, il précise que la Libye a sauvé ces dernières heures plus de 600 migrants. L'homme fort du nouveau gouvernement italien prend ses distances avec le sauvetage, mais se réjouit que les migrants ne quittent pas le continent africain, que le flux arrivant en Italie soit drastiquement freiné. Tout cela entre parfaitement dans la politique migratoire de son gouvernement populiste. Nouveau scandale en perspective autour de Facebook. L'entreprise annonce ce soir avoir commencé à supprimer plusieurs dizaines de faux comptes aux États-Unis. Des comptes qui avaient été créés selon l'entreprise dans le cadre d'une campagne politique coordonnée visant à influencer le résultat des élections de mi-mandat aux États-Unis. La sécurité sociale en France confrontée à des arrêts maladie de plus en plus longs chez les salariés seniors. La durée moyenne d'indemnisation atteint les 76 jours selon des chiffres communiqués par la Caisse nationale d'assurance maladie. C'est la conséquence directe du relèvement de l'âge de la retraite. Des salariés plus âgés qui sont donc arrêtés plus longtemps par leur médecin avec un coût pour la collectivité qui explose littéralement. Jean-Marc Chardon. Oui, ça apparaît un écart flagrant entre les générations. Ça nous donne quoi? Des arrêts indemnisés dans la catégorie senior 3 fois supérieurs à celle des trentenaires, ce qui signifie que lorsqu'ils sont arrêtés, a priori par leur médecin, ils ne réapparaissent pas de sitôt. Et comme leurs salaires sont en moyenne plus élevés, eh bien, le coût s'en ressent. Toujours d'après ces chiffres de la Caisse nationale d'assurance maladie, sur l'année 2016, on voit que les arrêts de 6 mois, même s'ils n'ont présenté que 6% des prescriptions, eh bien, ils ont compté pour 40% des montants indemnisés. C'est donc bien la durée de ces arrêts maladie qui pose question. Alors il ne s'agit pas de dire que les seniors enchaînent les arrêts maladie, ce serait complètement faux. Leur taux d'absentéisme d'ailleurs n'est que légèrement supérieur à la moyenne. Rien donc d'abusif, mais c'est la pathologie qui est en cause et pas de manière uniforme. Pour l'essentiel, ce sont les ouvriers qui sont les plus exposés, au moins 3 fois plus que les cadres au même âge, où l'on retrouve donc l'effet de pénibilité. Mais le résultat, il est là. Le montant des indemnités journalières a encore progressé de plus de 4,5% sur un an. Et tout laisse penser que cette tendance, elle va s'amplifier du simple fait du relèvement des seuils d'âge. Il se fait par palier, augmentation de trimestre pour parvenir au taux plein. De quoi donc prolonger un peu plus les seniors dans l'activité, mais au risque de gonfler dans le même temps les arrêts maladie qui ont dépassé les 7 milliards d'euros. Les prévisions de Météo France pour la journée de demain, encore beaucoup de chaleur avec 19 départements en vigilance canicule, des orages possibles sur toute la partie est du pays, 36 degrés demain après-midi à Perpignan. Il est 22h10 sur France Culture. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Emmanuel Faucillon et avec la technique Jacques Hubert.